Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse Naturae en levée de fonds sur SoWeFund. C'est parti. On commence tout de suite, je suis sur le site Naturae, sur le site SoWeFund, sur la levée de fonds, je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Juste avant de commencer, si tu ne connais pas mes critères d'investissement gagnants, mets cette vidéo en pause, télécharge-les juste en dessous dans la description, c'est un petit document de quelques pages, tu peux le télécharger, c'est gratuit, ouvert à tout le monde et tu pourras savoir de quoi je parle sur ces critères d'investissement quand je parle de scalabilité, de valorisation, de quoi je parle quand je parle de tout ça. Et puis bien sûr, si tu veux aller plus loin dans mes critères d'investissement, si tu as déjà vu ce genre de vidéo que mes critères te plaisent, tu peux retrouver plus de 100 pages dans mon livre sur mes critères d'investissement. Ce livre, il est présent dans toutes les librairies, à la Fnac, sur Amazon. Et puis également, je me propose, si ça t'intéresse, de te l'envoyer gratuitement. Je paye le livre de ma poche, il coûte quand même 25 €. Je le paye avec mon propre argent et tu as juste à payer les frais de port pour l'envoi vers la France métropolitaine. Donc si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description également. Et dans ce livre, je t'explique comment sélectionner des bonnes startups. On va bien sûr commencer ensemble par Naturae. Et tu le sais, moi, mon métier, c'est d'investir dans les startups de la Silicon Valley. Si tu veux le faire avec moi, c'est possible. Je t'en reparle en fin de vidéo. Naturae, c'est pas une startup de la Silicon Valley, c'est une startup qui propose une huile 100% végétale dans une bouteille 100% végétale. Donc c'est assez différent bien sûr de ce dans quoi moi j'ai l'habitude d'investir, mais on va quand même regarder ensemble à partir de mes critères si c'est un bon investissement. Alors tout de suite, bien sûr, on peut tout de suite dire qu'il n'y a pas de scalabilité d'effet d'échelle du digital, ce que moi je recherche dans mes investissements, puisque c'est un produit physique, donc il y a des effets d'échelle industriels, mais il n'y a pas d'effet d'échelle maximisé par le digital, puisque à chaque bouteille d'huile végétale vendue, il faut produire une huile végétale. Bon. Les avantages, c'est que c'est un contenu sain dont l'origine est connue, un contenant écologique, donc il joue énormément dans cette levée de fonds sur l'écologie. On sait que ça marche très très bien en France avec les Français de jouer sur le contenu écologie pour un investissement. Moi, je vais bien sûr pas analyser ça sur les bienfaits écologiques de ce produit, ils sont nombreux, mais sur l'aspect vraiment investissement, comme je fais toujours, l'idée c'est est-ce que si tu mets ton argent là-dedans, tu vas gagner de l'argent, tu as une chance de gagner de l'argent ou pas. Donc bien sûr, c'est bien mieux que les huiles d'olive grande industrie, etc., qui polluent beaucoup plus que celle-là, mais c'est pas ce que je vais regarder. Donc l'équipe est expérimentée, ils ont 70 ans d'expérience dans ce secteur, ce qui est pas mal. C'est une sorte peut-être d'unfair advantage que si toi et moi demain on veut créer un concurrent, eh ben on n'a pas cette expérience. Donc je vais mettre un petit point vert pour commencer. Et il est petit, alors je m'étais amusé, voilà, je crois que je peux mettre des tailles. Je vais mettre un truc vert petit pour commencer, pour voir à la suite si on confirme cet unfair advantage. Mais déjà 70 ans d'expérience, c'est effectivement déjà pas mal. Donc un produit éco-responsable, une chaîne de valeur très compétitive, un marché réceptif à la nouvelle offre, plusieurs centrales d'achat ont déjà sélectionné pour commercialiser 200 000 bouteilles dès 2021. Donc ça va venir bien sûr répondre à la traction. Qu'on va venir regarder ici, quel chiffre d'affaires ils ont fait, etc., etc. Et puis ils ont une internationalisation en cours avec la Belgique, le Luxembourg. Ils ont conclu un contrat de 247 000 $ avec Qatar Airways pour la restauration à bord de ces avions. Mais c'est pas mal. Tu prends l'avion Qatar Airways et boum, t'as un bel huile d'olive sympa haut de gamme pour 250 000 €, pardon. C'est pas mal. Alors les huiles alimentaires représentent près d'1 milliard d'euros de vente. Donc c'est le plus gros marché de toute l'épicerie salée. Alors ça peut paraître énorme, en fait 1 milliard, je trouve que c'est pas si énorme que ça. Parce qu'on voit toujours, de toute façon ils peuvent pas avoir plus de 5 ou 10% du marché, hein. Personne n'a 100% d'un marché, ni même 50% d'un marché, c'est quasiment inexistant. Et donc 1 milliard, tu vois que s'ils ont que disons 5%, si je dis pas de bêtises, ça fait que 50 millions. Alors 50 millions c'est pas mal, c'est plus que ce qu'ils font aujourd'hui, mais c'est finalement pas si énorme que ça. Et donc le marché de l'huile, vraiment juste le marché de l'huile en tant que tel, il est pas si énorme, je pense. Donc je vais mettre, disons, une note moyenne. Je vais pas dire que c'est un petit marché. Il y a quand même beaucoup d'huile d'olive qui est consommée. Et puis en plus, eux, ils peuvent aller au-delà de l'huile d'olive. Hein. Pour l'instant, ils ont commencé avec l'huile d'olive, je crois. Huile végétale, ils ont commencé peut-être avec plusieurs huiles. En tout cas, ils ont la place d'aller vers d'autres produits. Mais 1 milliard, je trouve pas ça énorme. Si tu compares avec les autres marchés qu'on a souvent des marchés en dizaines, en centaines ou en milliers de milliards. Donc un marché d'1 milliard, pas énorme. Je vais mettre une note moyenne. Donc l'offre d'origine UE, trop peu de marques d'huile, s'engage dans la transparence et les contenants sont en plastique. D'accord. Donc là on a un meilleur contenant, on a bien compris, c'est un contenu sain, c'est écologique. Voilà, huile d'olive, on a l'air d'être quand même sur tout ça être de l'olive. Donc ils ont 2 gammes, magasin bio et enseigne généraliste. Donc c'est pas la même chose, probablement pas tout à fait le même pricing, j'imagine. Et cette variété d'huile, alors c'est là où on a la réponse, huile d'olive, oui on a bien donc tournesol, pépins de raisin, colza, huile de friture, donc ils ont bien différentes huiles déjà, et donc c'est le marché global de l'huile, hein, si je comprends bien, qui pèse 1 milliard et pas le marché de l'huile d'olive, parce que là il y avait écrit
les huiles alimentaires. Donc tu vois que toute huile confondue, on a 1 milliard, donc on est vraiment sur un petit marché quand même, finalement. Donc, je mets une note moyenne, c'est pas... voilà. Alors, la monétisation, bien sûr, pardon, j'ai oublié de le dire, bon bah c'est... Zut, c'est très simple. Ils vendent leurs bouteilles, hein, tout simplement. Restera à savoir avec quelle marge ils vendent leurs bouteilles. C'est ça qui est intéressant. Alors, les succès, 70 ans d'expérience, 25... fort d'une expérience de 25 ans en grande distribution, blablabli, blablabla. Ils ont été chez le fondateur chez Casino, Auchan et Cora. Un accueil enthousiaste des enseignes. Pour un total de 200 000 bouteilles, 455 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pas mal. Mais, alors attends, d'ores et déjà en phase de référencement avec plusieurs enseignes, pour un total de 200 000 bouteilles, oui, c'est en phase de référencement, donc le chiffre d'affaires, il n'est pas encore fait, hein, c'est ça qui est intéressant, en phase de référencement, d'accord? Et tu as ici, les huiles seront disponibles dans les rayons au 1er mai 2021. Donc, c'est une boîte qui aujourd'hui fait pas de chiffre d'affaires, hein, c'est ça qui est intéressant. Alors, on va aller voir l'offre complète, on va aller voir plus de détails, mais si tu vas dans les chiffres, en 2020, ils ont fait 0, grosso modo, voilà, c'est même pas écrit. Or, nous, on a investi en 2020. On a investi, là, on est au moment où je fais cette vidéo, le 13 janvier. Le moment où elle est parue, on sera sûrement le 17 ou 18 ou 19 janvier. Et donc, mai 2021, c'est quand même dans longtemps. En plus, on sait qu'en ce moment, il y a une grosse période d'incertitude. Est-ce qu'on va sortir de la crise du Covid ou pas? Est-ce que le vaccin, machin, etc. Donc, c'est une boîte qui aujourd'hui fait 0. Et tu vois, ils ont même pas mis 2020. Et donc, une boîte qui aujourd'hui fait 0, bah, il n'y a pas de traction. Enfin, c'est-à-dire que c'est bien beau, mais tant que ça n'a pas été vendu, ça n'a pas été vendu. D'accord? En plus, comment ça marche la grande distribution? Ils ont 400 000 euros de chiffre d'affaires, ils ont pris 200 000 bouteilles, ça représente 450 000 euros de chiffre d'affaires. Si les bouteilles se vendent, mais dans la grande distribution, en général, si ça se vend pas, tu as une sorte de clause, de dépôt, de consignation qui dit que eh ben, les enseignes peuvent te renvoyer les bouteilles, les invendues, et que tu es obligé de les reprendre. Je connais pas le détail du contrat, mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Donc, on ne sait pas si ça se vend ou pas. Ça se trouve, les clients trouvent que le design est moche ou que c'est trop cher. Ou ça se trouve, ça se vend hyper bien. Hein. Je suis pas en train de dire que... Voilà, mais on n'a pas... ça se vend pas encore. Le design, je le trouve assez beau d'ailleurs. Il y a pas de... C'est simple, il y a rien à redire, mais on n'a pas de traction. Et donc, on a une valorisation qui est... c'est pas très cher, mais en même temps, c'est toujours trop cher quand c'est une boîte qui vaut rien. Qui est une boîte qui fait pas de chiffre d'affaires. Donc je suis un petit peu embêté sur cette valorisation. Mais il prévoit de perdre de l'argent, en 2022 d'en gagner un tout petit peu. Non, moi je trouve que la valorisation est trop chère. Et c'est dur parce que c'est dur pour moi de dire ça, parce que la valorisation elle est pas très chère dans l'absolu, mais c'est une boîte qui fait rien, qui a rien vendu, pour tout ce que j'en sais, ils ont une pauvre machine dans un coin avec des bouteilles vides et des olives, et ils vont presser les olives et les mettre dans les bouteilles, mais ils ont rien commencé à vendre. Une entreprise, c'est quand même là pour vendre. Donc c'est un peu dommage. En fait, je trouve qu'ils viennent trop tôt. C'est vraiment du pré-amorçage. D'ailleurs, c'est écrit ici, hein, précide. Mais pour moi, on peut investir dans rien. On n'investit que sur une équipe, une idée. Mais investir sur une idée, c'est parfait pour se planter. En tout cas, c'est pas ce que moi je fais. Moi, j'investis sur des résultats, du chiffre d'affaires, et ils en ont pas. Donc voilà. Bon, je suis un petit peu embêté avec cette analyse. Alors, on va quand même regarder l'équipe. Donc l'équipe apparemment surexpérimentée. Donc on a Christophe et Geneviève qu'on aperçoit l'un et l'autre dans la vidéo. Christophe, donc il est école de commerce, ESSEC, donc commercial, et Geneviève, université de droit, institut du marketing du luxe, donc journalisme, université de droit. Donc on a un profil ici marketing et ici un profil école de commerce. Donc deux profils école de commerce, pas une super complémentarité forcément. Pour autant, lui, il a une super expérience dans ce domaine-là, même s'il n'a pas une expérience entrepreneuriale. Il a travaillé donc chez Casino, chez Cora et chez Auchan, donc pas mal. Geneviève, elle, cofondatrice, présidente de la commission, donc et présidente fondatrice Public Conseil, donc cabinet d'affaires qu'elle indique au-dessus, et apparemment elle le fait encore, donc elle serait pas à plein temps, ce qui est une mauvaise chose. Ni l'un ni l'autre a une expérience entrepreneuriale préalable, et il n'y a pas de véritable complémentarité, puisque c'est deux profils business, école de commerce, etc. etc. Donc, très moyen pour l'équipe. La seule chose, c'est que Christophe a une super expérience dans ce domaine. Donc, en théorie, comme ils sont pas complémentaires et qu'ils n'ont pas d'expérience entrepreneuriale préalable, j'aurais mis un point rouge. Mais comme il y a quand même cette expérience de Christophe, eh ben, je mets un point comme ça. Ok ? Donc, le marché, pas terrible. La scalabilité, non. La monétisation, alors la marge. Voyons voir la marge. Et puis, il faudra revenir sur l'unfair advantage pour terminer. La marge, on va voir le business plan financier. Est-ce qu'on va avoir des chiffres intéressants ici?
Alors, on tape le mot magique marge, il n'apparaît pas. Bon, ça c'est toujours embêtant. Achat effectué de matières premières. Donc 2021, chiffre d'affaires 900 000, achat de matières premières 661 000. Donc très simple. 661 divisé par 895 égale 73, donc ils auraient 27% de marge. Ah bah là c'est écrit pardon. En fait ça n'apparaît pas parce que j'ai fait. Bah tiens c'est étrange. Bon enfin bref c'est pas grave. Marge 1%, 5%, 11%, 12%, 13%. Donc ah non c'est ici ouais c'est ça. D'accord. Mais donc toujours pareil. C'est bien ce que j'ai calculé. Hein. Si on prend même sur 2022, 605 divisé par 2127. Ouais, on a 28% de marge, tu vois, ici j'avais calculé 27 juste au-dessus, donc tu vois que j'étais finalement très proche dans mon calcul. Donc on est sur une marge inférieure à 50%, donc on a un critère négatif. Ça commence à faire beaucoup de points négatifs, malheureusement. Et il nous reste à déterminer s'ils auraient ou pas un unfair advantage. Est-ce qu'ils ont un brevet? Ça m'étonnerait beaucoup. Est-ce qu'ils ont une marque déposée? On va plutôt chercher de déposer, hein. Non, rien. Donc on va tout dérouler, mais je pense c'est assez long, mais je pense pas qu'on va trouver un vrai unfair advantage, c'est-à-dire que toi et moi demain on veut créer de l'huile d'olive, et ben on peut le faire aussi. Alors ils ont quand même leur expérience, les 70 ans d'expérience cumulée, première chose, et ils ont deuxièmement quand même des deals déjà signés avec des grandes enseignes, donc c'est pas mal, c'est-à-dire que si toi et moi demain on veut signer les mêmes deals avec les mêmes grandes enseignes, il va falloir aller les chercher un par un, mais on les connaît pas, on n'a pas le relationnel, etc. Donc il y a un petit unfair advantage, pour l'instant, et on va voir la suite. Donc le concept, produits et services, donc d'accord, les bouteilles, tout ça on a déjà vu. Valeur ajoutée, éléments différenciants. Une innovation qui bouscule le marché matière. Marché peu élastique, les nouveautés sont rares. Des produits, cette offre est encore inédite sur le marché des huiles. Produits de rupture, bon là ils y vont un peu fort, mais ok. Combinaison contenant-contenu responsable, oui mais tout le monde peut le faire, mais ok. Produit qui rend la consommation durable accessible. Facilement accessible au plus grand nombre, prix abordable, critères stricts sans contrainte de clients, d'accord. Une entreprise qui s'engage, très bien. Stratégie d'acquisition, voilà, donc on n'a rien sur les éléments différenciants qui nous permettent de modèle économique, un pricing attractif, une chaîne de valeur très compétitive, la maîtrise des coûts de l'ADN, aucun stock mort, donc d'accord, ils ont un bon process de gestion de la distribution, etc. et du stock, ok. Un véritable facteur clé de succès, donc d'accord, ouais, des prix attractifs, transfert du chiffre d'affaires, blablabla, les coûts deviennent plus marginaux, les succès, bon ok. Donc on a, et donc ils ont voilà, signé Qatar Airways, ils ont signé Cora, ils ont signé etc. Donc ça c'est un petit unfair advantage. Donc c'est bien ce que je te disais, je termine, c'est qu'ils ont un petit unfair advantage, c'est leur expérience et leur contrat déjà signé. Donc je vais à nouveau mettre, c'est bof, l'équipe est bof, l'unfair advantage est bof, le marché est pas terrible, il n'y a pas d'effet d'échelle, la marge est pas bonne, la valorisation, bon, je suis peut-être un peu sévère, mais du coup je la trouve forcément trop élevée, et l'attraction, aujourd'hui au moment où on a investi, elle est nulle parce qu'ils n'ont pas commencé à en vendre. Voilà ce que j'ai à en dire. Ça peut paraître un petit peu sévère, mais en même temps, voilà, j'essaye d'être en fait juste le plus objectif possible. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de Naturae, et bien sûr si tu veux investir avec moi dans des startups de la Silicon Valley, des startups du digital, donc rien à voir avec Naturae, hein, c'est vraiment très très différent. Des startups en forte croissance, qui sont des startups qui sortent des meilleurs incubateurs de la Silicon Valley, bah, tu peux le faire au sein du club privé Léonis Investissement. Le lien pour rejoindre le club, il est juste en dessous dans la description de la vidéo, et j'attends donc en commentaire ton avis sur Naturae. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, aime-la, partage-la, et abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis Investissement avec le gros bouton rouge, s'abonner juste en dessous, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.